Ma sœur voulait tout prendre. Elle a dit, je veux la maison, les voitures, tout. Tu peux te charger des dettes impayées. Mon avocate m'a supplié de me battre. J'ai dit, laisse-la tout prendre. Tout le monde pensait que j'étais folle. Elle souriait avec assurance jusqu'à ce que son avocat blêmisse quand. Au moment où son avocat s'est penché et a murmuré ces quelques mots, son sourire confiant a complètement disparu. Son visage est devenu pâle, ses mains ont commencé à trembler, et les papiers qu'elle était si prête à signer tremblaient dans sa poigne. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un calme sentiment de satisfaction. Mais je m'emballe, car vous devez savoir comment nous en sommes arrivés là et comment une femme que tout le monde croyait abattue avait patiemment planifié chaque étape. Je m'appelle Crystal Cooper. J'ai 34 ans. Et jusqu'à il y a quelques mois, je partageais un lien sororal étroit avec ma sœur depuis notre séjour en famille d'accueil à Sacramento, en Californie. Mais ce jour-là, ma sœur a clairement fait savoir qu'elle voulait tout. Elle a dit, la maison, les voitures, tout est à moi. Tu peux te débrouiller avec ce qui reste. Cela s'est produit juste après le décès de notre mère. Mon avocate m'a fortement poussé à me battre et à réclamer ma part. Je lui ai dit, laisse-la tout prendre. Les gens autour de moi pensaient que j'avais perdu la raison en cédant autant sans résistance. Elle se pavanait avec une confiance suffisante, certaine d'avoir gagné, jusqu'à ce que son avocat blêmisse et que tout change. Si vous êtes déjà passionné par ce drame familial et que vous voulez voir comment il se termine, cliquez sur le bouton d'abonnement et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis absolument tous les commentaires. Merci. Maintenant, revenons au début. Notre lien s'est formé très tôt dans ce foyer d'accueil de Sacramento, il y a de nombreuses années. Nous étions orphelines lorsque Denise, qui est devenue ma mère, nous a accueillis et nous a donné notre premier vrai sentiment de stabilité avec des repas réguliers et des histoires avant de dormir qui rendaient le monde plus sûr. Maman a construit un foyer où Victoria et moi pouvions nous épanouir, transformant ce qui aurait pu être un placement temporaire en une famille permanente grâce à son dévouement indéfectible envers nous deux, à parts égales. Victoria et moi avons grandi inséparables durant ces premières années, partageant tout, de nos jouets préférés pendant les jeux au secret d'adolescentes chuchotés tard dans la nuit quand maman pensait que nous dormions. Nous avons affronté les défis scolaires ensemble, nous aidant mutuellement pour les devoirs ou nous défendant l'une l'autre contre les brutes de l'école primaire locale près de notre quartier de Sacramento. Ces moments ont créé une fondation de confiance qui semblait inébranlable alors que nous rêvions de l'avenir en rentrant de l'école main dans la main. J'ai toujours eu de meilleurs résultats scolaires, obtenant constamment les meilleures notes grâce à des habitudes d'études rigoureuses et des projets à crédit supplémentaires que les professeurs louaient lors des rencontres parents-professeurs. Mes efforts m'ont permis d'obtenir une bourse complète au collège communautaire local, ce qui a non seulement couvert les frais de scolarité, mais m'a aussi valu la reconnaissance du conseil scolaire lors d'une assemblée où maman rayonnait de fierté dans le public. Cette réussite m'a ouvert les portes à des emplois à temps partiel qui ont aidé financièrement la famille pendant que je jonglais entre les cours et les responsabilités à la maison. Victoria a commencé à montrer de subtils signes de jalousie à l'époque où mes bulletins scolaires surpassaient les siens, surtout après que j'ai reçu cette lettre d'annonce de bourse par la poste un après-midi. Ces compliments se sont transformés en remarques désinvoltes comme « tu as eu de la chance avec ces notes ». Au cours des dîners, son ressentiment s'est accumulé au fil des mois, car les réunions de famille se concentraient de plus en plus sur mes succès. Elle se mettait légèrement en retrait lors des célébrations familiales pour mes récompenses, choisissant de rester silencieuse dans un coin au lieu de se joindre à l'excitation, ce que j'ai d'abord considéré comme des sautes d'humeur passagères. J'ai pris des initiatives pour aider maman à développer la chaîne de cafés locaux qu'elle avait lancée comme une petite entreprise à Sacramento, m'occupant des tâches de comptabilité après l'école en rapprochant les reçus et en suivant les stocks pour éviter les pertes. J'ai recruté des baristas à temps partiel sur le tableau d'affichage des emplois du collège communautaire, les formant aux normes du service à la clientèle pour améliorer les opérations quotidiennes et augmenter les ventes pendant les heures de pointe du matin. Mes contributions ont permis de passer d'un établissement à 3 points de vente en plusieurs années, car j'ai optimisé les horaires de travail et négocié de meilleurs accords avec les fournisseurs pour les grains et les fournitures afin de réduire les coûts sans sacrifier la qualité. Maman nous aimait toutes les deux de la même manière, célébrant nos anniversaires avec les mêmes gâteaux faits maison et assistant à tous les événements scolaires avec la même assiduité. Mais elle a choisi le silence lorsque des tensions sont apparues entre Victoria et moi pendant ces années de croissance. Elle a remarqué le ton plus sec de Victoria après la nouvelle de ma bourse, mais espérait que le temps arrangerait les choses, évitant une intervention directe pour ne pas être accusée de favoritisme dans notre dynamique de famille d'accueil.
Maman se concentrait sur le maintien de la paix à la maison, nous encourageant à en discuter en privé pendant qu'elle gérait les exigences du café qui la tenait occupée de l'aube à la fermeture. Mais au fil des ans, la maladie de maman a tout fait basculer. La maladie de maman a duré plusieurs années, avec un déclin progressif qui nécessitait l'attention constante de quelqu'un de proche dans notre maison de Sacramento. J'ai assumé le rôle principal d'aidante parce que je vivais à proximité et que je pouvais adapter mon emploi du temps autour des services au café pour être là pour elle tous les jours sans hésitation. Ma routine consistait à la conduire à ses rendez-vous médicaux réguliers à la clinique locale où nous discutions des options de traitement avec des spécialistes qui suivaient son état de près au fil du temps. Je préparais des repas qui respectaient ses restrictions alimentaires, mesurant soigneusement les portions et m'assurant qu'elle prenait ses médicaments à l'heure, même quand elle se sentait trop faible pour s'en souvenir elle-même. Les nuits particulièrement difficiles où la douleur la tenait éveillée, je m'asseyais près de son lit, lui tenant la main et lui parlant de vieux souvenirs des débuts des cafés pour la distraire de son inconfort jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir. Victoria venait rarement nous rendre visite pendant ces mois difficiles, bien qu'elle ne vive qu'à quelques heures de route dans le même état, avec un accès facile en voiture ou en train. Ses appels téléphoniques étaient brefs et superficiels, durant généralement moins de 5 minutes, où elle posait des questions de base sur la santé de maman avant de changer rapidement de sujet pour parler de sa propre vie bien remplie à gérer une partie de la chaîne de café. Elle invoquait souvent des engagements professionnels comme raison pour ne pas venir plus souvent, prétextant des réunions urgentes avec des fournisseurs ou des problèmes de personnel qui ne pouvaient pas attendre, même si je gérais moi-même beaucoup de ces tâches depuis la maison. Un appel me revient en mémoire, où elle a dit « Je suis débordée cette semaine, mais dis à maman que je viendrai bientôt pour ne jamais se montrer pendant des semaines, me laissant tout gérer seule. » Ces conversations me laissaient un sentiment de solitude face à cette responsabilité, assise au chevet de maman, lui lisant des histoires ou lui tenant simplement la main pendant les soirées calmes où la douleur la maintenait éveillée. Maman est décédée paisiblement un matin après une nuit particulièrement éprouvante où j'étais resté éveillé pour m'assurer qu'elle était confortable jusqu'à la fin, entourée des choses familières de sa propre chambre. Les funérailles ont rassemblé la famille et les amis lors d'un petit service à Sacramento, où tout le monde a partagé des histoires sur la façon dont maman avait touché leur vie par sa gentillesse et son dévouement à la communauté via les cafés qu'elle avait créés de toutes pièces. Victoria a assisté à la cérémonie mais est partie peu après, sans rester pour la réception, invoquant un engagement antérieur qui nécessitait son attention immédiate chez elle. Son absence lors de la réception a été remarquée par plusieurs parents qui m'en ont parlé en privé, exprimant leur inquiétude face à la distance grandissante entre nous ces dernières années. Certains ont même chuchoté que Victoria semblait distraite tout au long de la cérémonie, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises au lieu de se concentrer sur le moment présent. Victoria est arrivée à l'improviste à la maison familiale peu de temps après, accompagnée de Dustin Brown, son petit ami, qui se trouvait également être un avocat réputé spécialisé dans les affaires de succession à Sacramento. Leur présence soudaine m'a prise au dépourvu alors que j'étais encore en train de trier les effets personnels et les papiers de maman dans les jours qui ont suivi les funérailles. Dustin a parlé avec assurance des options légales pour la répartition des actifs tandis que Victoria se tenait à ses côtés, hochant la tête en signe d'approbation alors qu'ils exposaient leur point de vue sur la manière dont les choses devraient se dérouler. Il a ajouté, d'un point de vue juridique, Victoria a des droits solides ici, compte tenu de son implication dans l'entreprise. Sur un ton qui semblait plus menaçant qu'utile. Ils ont commencé à fouiller dans les tiroirs et les dossiers contenant de vieux documents sans demander la permission, ce qui m'a mise mal à l'aise étant donné la nature sensible de certains éléments liés aux dernières volontés de maman. Un soir, ils ont changé les serrures des portes principales, prétendant que c'était pour des raisons de sécurité pendant la période de transition, mais ne m'ont jamais fourni les nouvelles clés, me laissant immédiatement dans l'obligation de demander l'accès plus tard par des messages textes. Cette action a soulevé de sérieuses questions dans mon esprit quant à leurs intentions, d'autant plus qu'aucun cambriolage ou menace n'avait eu lieu dans notre quartier calme de Sacramento auparavant. Victoria a finalement exprimé clairement sa position lors d'une conversation tendue dans le salon, en disant « Je veux la maison, les voitures, les boutiques, tout ». Quelques semaines plus tard, au milieu de la tension croissante à Sacramento, la pression exercée par les agissements de Victoria m'a poussé à chercher le soutien de quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de parler de mes inquiétudes grandissantes concernant le comportement de Victoria et la jalousie qui semblait motiver ses récentes exigences, lors d'un long appel téléphonique un soir après le travail. J'ai choisi Pamela, mon amie du lycée, parce que nous étions restés proches pendant l'université et le début de notre vie d'adulte, partageant de nombreuses histoires personnelles lors de rencontres autour d'un café dès que possible. J'ai tout raconté à Pamela, tout ce qui s'était accumulé depuis le décès de maman,
y compris comment l'éloignement de Victoria pendant la maladie m'avait semblé délibéré, et comment son arrivée soudaine avec Dustin m'avait fait douter de ses véritables motivations dès le début. J'ai expliqué les détails de la déclaration de Victoria sur sa volonté de vouloir tous les actifs et comment l'implication de Dustin, en tant que son petit ami et avocat, ajoutait une dimension intimidante à toute la situation dans notre maison familiale. J'ai partagé mes inquiétudes concernant les serrures changées et les tiroirs fouillés, mentionnant des cas spécifiques où des papiers personnels avaient temporairement disparu après leur visite. Pamela a écouté attentivement sans beaucoup m'interrompre, posant des questions occasionnelles pour clarifier la chronologie ou des commentaires spécifiques que Victoria avait fait lors de nos confrontations. J'ai ressenti une vague de soulagement en confiance et pensé à quelqu'un d'extérieur à la famille qui nous connaissait toutes les deux, Victoria et moi, depuis une époque où les choses étaient moins compliquées entre nous. Je lui ai demandé directement si elle pouvait m'aider à examiner certaines transactions financières liées à la chaîne de café qui semblaient suspectes d'après ce que j'avais vu dans les livres jusqu'à présent. Je lui ai donné quelques exemples d'écritures irrégulières impliquant d'importants retraits qui ne correspondaient pas aux dépenses régulières ou au paiement des fournisseurs au cours des derniers mois. Pamela m'a assuré qu'elle garderait tout confidentiel, promettant « je n'en dirai pas un mot à personne, et surtout pas à Victoria ». Tout en suggérant que nous nous rencontrions bientôt pour examiner les copies des documents que je pourrais lui fournir en toute sécurité. Son offre m'a donné l'espoir qu'un point de vue extérieur pourrait révéler des schémas que j'avais manqués seul, d'autant plus qu'elle avait de l'expérience en comptabilité grâce à son emploi actuel dans un cabinet local. En réalité, Pamela a trahi cette confiance presque immédiatement en organisant une réunion privée avec Victoria peu après notre conversation pour lui relayer sans hésitation chaque détail que j'avais partagé. Elle a répété mes paroles exactes sur le fait de me sentir menacé par le discours juridique de Dustin et mes soupçons concernant les papiers manquants lors de leur fouille de la maison. Victoria n'a pas tardé à utiliser ces informations contre moi dans un appel téléphonique houleux le lendemain, où elle s'est moquée ouvertement de mes préoccupations avec un sarcasme mordant. Elle a dit « Alors, tu penses que je vole la famille maintenant, après tout ce que j'ai fait ?» déformant mes propos sur les retraits en accusation que je n'avais jamais formulés directement. Son ton trahissait une satisfaction évidente de connaître mes craintes privées, répétant des phrases que je n'avais dites qu'à Pamela, telles que « tu t'es senti seul pendant la maladie de maman », pour rendre l'attaque plus personnelle et blessante. J'ai compris la trahison instantanément lorsque Victoria a fait référence à des souvenirs spécifiques que je n'avais mentionnés qu'à Pamela lors de notre conversation confidentielle, ne laissant aucun doute sur la source de ces nouvelles munitions. La prise de conscience a été brutale, aggravant le sentiment d'isolement qui avait commencé avec le décès de maman et s'était intensifié avec les agissements de Victoria au cours des dernières semaines. J'ai alors décidé de mettre fin à tout contact avec Pamela, bloquant son numéro et la supprimant de mes réseaux sociaux sans explication ni discussion supplémentaire. Ce choix a marqué une ligne claire, protégeant le peu de confiance qu'il me restait alors que le conflit familial s'intensifiait d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Quelques jours plus tard, j'ai commencé par examiner les registres physiques et les archives numériques stockées dans l'arrière-boutique du principal établissement de Sacramento, que Victoria avait repris en gestion exclusive après le déclin de la santé de maman. Je passais mes soirées après la fermeture à vérifier les factures mensuelles par rapport aux relevés bancaires, remarquant des écarts qui ne correspondaient pas aux coûts d'exploitation normaux pour les fournitures ou la paie sur plusieurs trimestres. J'ai découvert plusieurs prêts hypothécaires contractés sur la maison familiale, dépassant de loin sa valeur estimée, avec des taux d'intérêt qui s'accumulaient rapidement en raison de conditions variables que Victoria avait apparemment acceptées sans discussion. Ces prêts semblaient liés à des projets d'expansion de l'entreprise, mais il manquait des améliorations correspondantes dans les cafés, comme l'achat de nouvel équipement ou des rénovations qui justifieraient les montants empruntés. La prise de conscience que notre principal actif était ainsi surendetté m'a profondément inquiété alors que je calculais la perte potentielle de capitaux propres si les paiements prenaient ne serait-ce qu'un léger retard. Mon petit ami a proposé de m'aider en utilisant ses relations dans la vérification de documents pour examiner les signatures et les dates sur plusieurs accords clés liés aux finances de la chaîne. Ensemble, nous avons identifié des éléments falsifiés dans des autorisations de transfert qui tentaient de transférer le contrôle d'actifs partagés sans l'approbation ou la connaissance authentique de maman pendant sa maladie. Ces documents contenaient des incohérences dans l'écriture et la chronologie qui ont immédiatement soulevé des doutes lorsqu'on les comparait aux échantillons connus de la signature de maman sur des documents légitimes antérieurs. Nous avons rassemblé des preuves claires de transfert de sommes d'argent substantielles du compte d'exploitation de l'entreprise directement vers son profil bancaire personnel, à travers de nombreuses transactions s'étalant sur plusieurs mois. Les schémas montraient des retraits réguliers vaguement étiquetés comme des paiements de fournisseurs ou des dépenses diverses qui ne correspondaient jamais à des reçus réels ou à des registres de fournisseurs que je pouvais trouver dans les dossiers.
Voir les totaux s'additionner pour atteindre des chiffres significatifs au fil du temps a rendu l'ampleur du détournement indéniable, me laissant avec un mélange de colère et de détermination à tout documenter correctement. J'ai fait des copies numériques et physiques de toutes les preuves cruciales, les plaçant dans un lieu de stockage sécurisé hors site, loin de la maison et des cafés, pour éviter tout risque de découverte ou de destruction. J'ai choisi des endroits comme un coffre-fort dans une autre agence bancaire, m'assurant que plusieurs sauvegardes existaient au cas où l'une d'entre elles serait compromise de manière inattendue. Ce processus a nécessité une planification minutieuse en dehors des heures de travail pour ne pas attirer l'attention du personnel ou de Victoria, qui visitait encore occasionnellement le site principal pour supervision. J'ai choisi de garder le silence complet sur ces découvertes, maintenant des interactions normales chaque fois que nécessaire, tout en observant le comportement de Victoria pour déceler tout signe qu'elle suspectait ce que je savais. La décision d'attendre le bon moment découlait de la compréhension qu'une confrontation prématurée lui donnerait le temps de brouiller les pistes ou d'intensifier la pression juridique par l'intermédiaire de Dustin. Cacher mes émotions est devenu une seconde nature alors que je poursuivais mes routines quotidiennes dans les cafés, interagissant avec des employés qui restaient inconscients des problèmes sous-jacents qui couvaient en coulisses. Ce week-end-là, un appel téléphonique inattendu est venu et a changé mon approche d'une manière imprévue. Tante Sandra Johnson a appelé à l'improviste ce week-end-là alors que j'examinais de vieux reçus à la maison à Sacramento après une longue journée dans l'un des cafés. Elle a parlé doucement mais fermement, disant « J'ai beaucoup pensé à ta mère ces derniers temps, et il y a quelque chose qu'elle m'a demandé de surveiller si les choses se compliquaient après son départ. » Elle m'a conseillé de contacter l'assistante de longue date de maman, qui s'occupait des affaires confidentielles depuis des années, suggérant que cette personne pourrait apporter des éclaircissements sur certains documents que maman gardait secrets. Sa voix était empreinte d'inquiétude mêlée d'urgence lorsqu'elle a ajouté « N'attends pas trop longtemps, Crystal, car les gens pourraient essayer de rendre les choses difficiles. » Et elle a insisté « Rencontre-la dans un endroit calme et ne dis rien à personne d'autre jusqu'à ce que tu saches de quoi il s'agit. » Elle a terminé l'appel par « Ta mère te faisait confiance pour faire ce qu'il fallait. » Me laissant avec un mélange de curiosité et d'espoir prudent. J'ai organisé une rencontre avec l'assistante immédiatement ce même week-end, choisissant l'un des plus anciens cafés de la chaîne que Victoria ne visitait plus que rarement, pour que la conversation se déroule à l'abri des interruptions potentielles. L'assistante est arrivée à l'heure, portant une petite mallette, et m'a salué chaleureusement, se remémorant des moments précis où maman s'était confiée à elle sur des questions familiales tard le soir au bureau. Nous avons trouvé un coin tranquille à l'écart des clients réguliers où elle a expliqué « Ta mère m'a donné cette enveloppe il y a des années et m'a dit de ne te la remettre que s'il y avait un jour un différend sur ses volontés. » Elle a exprimé une hésitation initiale à me la donner, s'inquiétant du bon moment, mais a finalement décidé, je pense que c'est ce qu'elle voudrait maintenant, compte tenu de tout ce qui se passe. L'assistante a souligné l'importance de suivre les volontés exactes de maman en ajoutant, ne l'ouvre qu'en présence d'un avocat ou au tribunal, pour que personne ne puisse contester sa validité. L'assistante a fait glisser l'enveloppe scellée sur la table, expliquant qu'elle contenait des documents originaux que maman avait préparés avec une supervision juridique pour s'assurer que tout restait valide et protégé. Elle m'a averti à plusieurs reprises, garde-la en sécurité et ne la laisse personne d'autre la voir jusqu'au bon moment. Tout en mentionnant comment maman avait prévu les tensions familiales possibles et pris des mesures pour protéger ce qu'elle considérait comme juste pour ses deux filles. Son expression montrait un soulagement mêlé de tristesse alors qu'elle partageait, ta mère a toujours dit que tu étais celle qui prêtait attention aux détails et elle te faisait confiance pour gérer cela de manière responsable. Nous avons parlé brièvement des derniers mois de maman avec l'assistante, nous souvenant de petites conversations qui renforçaient la détermination tranquille de maman à gérer les choses à sa manière, sans provoquer de conflit ouvert de son vivant. J'ai ramené l'enveloppe à la maison immédiatement, la plaçant dans un endroit sûr de mon coffre-fort personnel, auquel personne d'autre dans la famille n'avait accès ou ne connaissait l'existence. Je vérifiais le sceau quotidiennement pour confirmer qu'il restait intact, tout en résistant à la tentation de jeter un œil à l'intérieur, sachant que l'avertissement de l'assistante sur la validité juridique avait un poids réel. Cette période d'attente a mis ma patience à l'épreuve alors que je continuais mes routines quotidiennes dans les cafés encore ouverts, interagissant avec des employés qui sentaient la tension mais posaient peu de questions par respect pour la situation familiale. J'ai commencé à rechercher et à contacter des avocats spécialisés dans les affaires de succession et d'homologation dans la région de Sacramento, examinant les profils en ligne et les commentaires des clients pour trouver quelqu'un d'expérimenté dans les litiges familiaux complexes. Après plusieurs consultations initiales, j'ai choisi Sandra Wilson, mon avocate, qui a démontré une compréhension claire des règles d'homologation de Californie et des stratégies pour les testaments contestés. Lors de notre première réunion, nous avons discuté des délais et des défis potentiels,
préparant un plan qui impliquait de rassembler toutes les preuves existantes tout en intégrant ce que l'enveloppe scellée pourrait révéler à l'étape appropriée. Son approche professionnelle m'a donné confiance que l'affaire serait traitée méthodiquement sans escalade inutile au début. Le sentiment que je détenais enfin un avantage suffisant pour affronter la confrontation à venir s'est renforcé de jour en jour, apportant un calme intérieur que je n'avais pas ressenti depuis le début de la maladie de maman. Cette assurance tranquille venait du fait de savoir que les préparatifs étaient minutieux et conformes à ce que maman avait apparemment voulu depuis le début, malgré le conflit environnant. Le matin de l'audience d'homologation à Sacramento, la session officielle au tribunal supérieur du comté de Sacramento a commencé avec toutes les parties assises dans la salle d'audience désignée pour les affaires de succession. J'avais engagé Sandra Wilson, mon avocate, spécialisée dans la gestion de litiges d'homologation complexes dans la région, avec une vaste expérience du droit californien concernant les testaments et les contestations d'héritage. Elle a révisé notre stratégie finale une dernière fois dans le couloir, soulignant l'importance de présenter l'enveloppe scellée à ce stade officiel pour lui assurer un poids juridique maximal dans le cadre des procédures d'homologation. Sa préparation minutieuse au cours des semaines précédentes m'a donné confiance alors que nous entrions dans la salle où Victoria et Dustin attendaient avec une assurance visible quant à l'issue attendue. J'avais intentionnellement paru coopérative lors des sessions de médiation antérieures, acceptant de renoncer à presque tous les actifs pour ne pas éveiller les soupçons et empêcher Victoria de préparer des contre-arguments. Cette approche calculée lui a permis de supposer que la victoire était assurée, l'encourageant à relâcher sa garde pendant que Sandra et moi construisions le dossier discrètement en coulisses. Les réunions de médiation s'étaient terminées avec Victoria exprimant sa satisfaction face à ma concession apparente, croyant que le partage se déroulerait sans heurts en sa faveur, sans autre contestation. Sandra a expliqué que cette tactique aidait à prévenir les objections prématurées qui pourraient compliquer l'introduction de nouvelles preuves lors de l'audience officielle, où les règles favorisent les documents authentifiés. Lors de l'audience d'homologation officielle, la juge Margaret Ellis, la juge présidente, a appelé l'affaire, examinant brièvement le dossier avant de demander si les deux parties étaient prêtes à procéder aux plaidoiries finales. Sandra a demandé la permission de soumettre une preuve supplémentaire sous la forme d'une enveloppe scellée, livrée par une chaîne de possession appropriée par un tiers crédible associé aux affaires de maman. La juge a accepté l'enveloppe, examinant le sceau intact et la documentation avant de l'ouvrir soigneusement en audience publique pour maintenir la transparence pour toutes les personnes présentes. Le contenu a révélé le testament original de maman, préparé secrètement avec toutes les formalités légales, y compris des signatures notariées de témoins et une datation précise qui répondait entièrement aux exigences de l'État. Le testament spécifiait une distribution claire, me laissant la maison familiale, les véhicules et la majorité des revenus de la chaîne de café, tout en allouant à Victoria une part fixe plus petite, sans restriction conditionnelle. La juge Margaret Ellis a lu à voix haute des sections clés, confirmant l'authenticité par comparaison avec les registres connus et déclarant que le document semblait valide à première vue, en attendant toute contestation fondée. Victoria a réagi instantanément, son teint devenant cendré à mesure que les termes devenaient publics, sa posture s'affaissant dans un choc évident face au renversement complet des attentes qu'elle avait fermement entretenues. La voix de Victoria a brisé le silence avec un « cela ne peut pas être réel », suivi d'un « comment maman a-t-elle pu me faire ça après tout ce que j'ai fait pour la famille », tremblant, révélant une blessure brute mêlée d'incrédulité alors que les larmes montaient de manière inattendue. Dustin a réagi en se levant rapidement, le visage rouge de colère et d'embarras professionnel, tentant d'interrompre avec « nous avions un accord solide basé sur des discussions antérieures ». Mais la juge lui a rappelé d'attendre son tour. Ses efforts pour contester la validité ont échoué sans preuve à l'appui, le laissant se rasseoir en marmonnant des objections qui n'avaient aucune portée immédiate en vertu des règles du tribunal. Ce même soir, de retour à la maison, seul avec la lettre de maman, le poids des événements de la journée s'est finalement installé alors que j'étais assise dans le salon silencieux de la maison familiale à Sacramento. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, dépliant les pages que maman avait écrites de son écriture familière à une époque où sa santé lui permettait de planifier sans que personne ne le sache. La lettre commençait par son amour pour Victoria et moi, exprimant à quel point elle avait été fière de nous voir grandir, d'enfants placés en famille d'accueil à des adultes construisant leur vie ensemble dans la communauté que nous appelions notre foyer. Elle expliquait qu'au fil des ans, elle avait remarqué le ressentiment grandissant de Victoria envers mes réussites, transformant ce qui avait commencé comme une rivalité fraternelle en quelque chose de plus profond et de plus difficile à contrôler. Maman écrivait qu'elle voyait la jalousie affecter les décisions de Victoria, en particulier dans la gestion de la chaîne de café, où le gain personnel semblait primer sur les intérêts familiaux de plus en plus souvent avec le temps. Maman révélait qu'elle avait créé le testament secret pour m'empêcher de tout perdre à cause des agissements de Victoria,
qu'elle craignait de voir devenir malhonnête si rien n'était fait après son décès. Elle décrivait avoir consulté un avocat en privé pour s'assurer que le document resterait valide et caché jusqu'à ce qu'il soit nécessaire, empêchant toute modification ou pression pendant sa maladie. Ces mots portaient un doux regret de ne pas avoir abordé la tension ouvertement de son vivant, mais soulignaient sa conviction que cette mesure rétablirait l'équilibre et honorerait les efforts que j'avais consacrés à soutenir la famille pendant de nombreuses années. La lecture de ces lignes a provoqué un mélange de tristesse pour ce que nous avions perdu en tant que sœurs, et de soulagement de savoir que maman avait compris la situation assez clairement pour agir en ma faveur, même de loin. Après la décision du tribunal, Victoria a fait face à des conséquences financières immédiates, les banques agissant rapidement pour saisir la maison familiale surendettée en raison des soldes hypothécaires impayés qu'elle avait accumulés. La chaîne de café a définitivement fermé en quelques mois, les établissements fermant les uns après les autres alors que les fournisseurs exigeaient d'être payés et que les clients se raréfiaient en raison de la publicité négative entourant le conflit familial. Victoria a déposé une demande de faillite personnelle en vertu du chapitre 7 pour se libérer de ses dettes, mais a perdu la plupart de ses actifs dans le processus, la laissant recommencer avec des ressources limitées et un crédit endommagé pour les années à venir. Dustin a mis fin à leur relation brusquement une fois l'affaire conclue, invoquant des conflits professionnels et l'issue défavorable qui avait affecté sa réputation dans les cercles juridiques locaux. Pamela a cessé tout contact, disparaissant des cercles sociaux et des connaissances mutuelles sans explication, alors que la nouvelle de son rôle dans le partage d'informations confidentielles se répandait parmi ses anciens amis. J'ai fait le choix de rompre complètement les liens avec Victoria, bloquant les canaux de communication et concentrant mon énergie à reconstruire sans la toxicité qui s'était développée au fil du temps. Vivre de manière indépendante à Sacramento avec l'héritage protégé m'a permis de conserver la maison familiale et de relancer un café à plus petite échelle, en embauchant un nouveau personnel engagé dans des opérations honnêtes.